Ma première question, on va tout simplement commencer un petit peu par le juridique. Un point réglementaire, quelles sont les régulations, le champ du possible et les perspectives pour la vidéo? Merci pour cette question. On va y répondre à deux avec notre avocate Julie Carrel qui nous a rejoint, avec qui on a travaillé depuis maintenant 1 an et demi. On s'était d'ailleurs vu, pour ceux qui étaient ici l'année dernière, sur une table ronde sur le sujet de la vidéosurveillance. C'était le début de l'histoire. Depuis, on a avancé, parfois vite, parfois pas assez vite qu'on voudrait, mais on a quand même progressé. Et en tout cas, avant de passer la parole à Julie, les lignes ont bougé. La CNIL est venue nous voir, on a discuté avec elle. Je pense que la CNIL n'avait pas compris l'ampleur des besoins qui étaient les nôtres sur les sujets d'intelligence, de vidéosurveillance intelligente. Et on va parler de vol évidemment, mais on parlera dans la table ronde d'autres usages. Je crois que la CNIL a découvert nos besoins, vraiment. Et elle l'a tellement découvert qu'elle a finalement lancé, c'est assez rare, une consultation publique dont on a eu le résultat en juillet 2022. Alors qui est un résultat qui nous convient en partie, puisqu'il dit qu'on peut faire de la vidéosurveillance intelligente dans des conditions, on va en reparler, Julie va expliquer ça, mais qu'il serait mieux de légiférer pour avoir, on va dire, quelque chose de plus propre, si je peux extrêmement résumer. On n'est pas contre ça, mais pour le coup, allons-y. C'est quoi la prochaine loi? Donc c'est là que pour l'instant, on n'a pas eu tous les retours que l'on voulait, même si, et je passe la parole à Julie, la loi JO a commencé un peu à traiter du sujet. Tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, avec Franck, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près qu'on creuse le sujet et puis qu'on échange à la fois avec les autorités de données personnelles, donc la CNIL, et à la fois avec le ministère de l'Intérieur, notamment, sur ces sujets pour essayer de voir comment est-ce que finalement on dégrossit le sujet et de quelle manière est-ce qu'on peut faire de la vidéo protection responsable, de la vidéoprotection intelligente et responsable de manière légale. Alors, effectivement, juste petite parenthèse juridique rapide, il y a 2 corpus législatifs qui s'appliquent de manière cumulative. Il y a le corpus vidéoprotection classique, que, a priori, vous connaissez bien, qui est le corpus qui existe et qui est en vigueur depuis maintenant plus de 2 décennies, qui fonctionne avec les autorisations préfectorales, etc. Donc ça, on va le laisser de côté, mais il s'applique, bien évidemment, puisqu'on parle ici du flux de vidéoprotection qui va être traité par des algorithmes pour en détecter automatiquement un certain nombre de choses, qui sont les cas d'usage sur lesquels on reviendra ensuite. Et puis le second corpus législatif qui s'applique, c'est le corpus législatif des données personnelles, la réglementation en matière de données personnelles, qui existe en France depuis longtemps avec la loi informatique et liberté, mais on va dire avec un gros coup de neuf et un gros coup de projecteur depuis l'entrée en vigueur du RGPD, le règlement général sur la protection des données au niveau européen en 2018. Donc c'est vraiment aujourd'hui, à l'heure actuelle, les 2 corpus qui s'appliquent, même si à l'avenir, il y en a un 3e qui s'appliquera, qui est le règlement intelligence artificielle, mais qui n'a pas encore été voté et qui de toute façon entrera en vigueur d'ici, on va dire, 2 ans à peu près. Donc c'est sur la base de ces 2 corpus-là, RGPD et vidéoprotection, que la CNIL a lancé sa consultation l'année dernière, à peu près à la même période, sur la thématique précise de la vidéoprotection intelligente, parce que le RGPD fournit des principes, mais ne fournit pas de réponse à la question dans quelles conditions la vidéoprotection intelligente est légale ou pas. C'est vraiment l'application à ce cas particulier des principes du RGPD qui va nous permettre de dire si, à quel moment on est dans la légalité, à quel moment on n'y est pas. Et donc, comme le disait Franck à l'instant, cette consultation à laquelle Périfem a répondu a donné lieu à une prise de position l'été dernier dans laquelle la CNIL dit, donc elle ne dit pas que la vidéoprotection intelligente est interdite, ça c'est le principe. Maintenant, elle met beaucoup de conditions, elle interprète de manière assez stricte les textes pour que la vidéoprotection soit possible.
Et dans ces conditions, c'est finalement ce que nous on appelle ce que le RGPD appelle des garanties qui vont être données aux personnes concernées, dont les images vont être traitées sur les flux vidéo. Dans ces garanties, il y a toute une série de garanties à la fois techniques qui vont traiter de la manière dont les données sont traitées. Est-ce que c'est en temps réel? Est-ce que c'est en temps décalé? Est-ce qu'on va traiter trop de données? Est-ce qu'on va au contraire appliquer le principe de minimisation et traiter un volume de données minimal, etc. Et puis, il y a une autre série de garanties qui sont des garanties organisationnelles. Et parmi celles-ci, on en a toute une liste, notamment le fait d'avoir un DPO, donc un délégué à la protection des données pour toutes les sociétés qui veulent mettre en place ce type de dispositif. Et puis, on a aussi le fait de devoir faire des analyses d'impact, c'est-à-dire de la documentation avant de mettre en place ce type de dispositif. Et enfin, et c'est une thématique qui cristallise pas mal de débats qu'on a eu avec la CNIL lors de nos échanges, c'est le respect des droits des personnes. Alors parmi les droits des personnes, il y a évidemment le droit d'information qui est le droit le plus simple, c'est-à-dire que c'est l'affichage, le fait que les personnes doivent savoir qu'il y a un traitement qui est fait sur leur image. Et puis il y a un autre droit qui est le droit d'opposition. Et ce droit d'opposition, il y a eu beaucoup de débats parce que la CNIL considère que dans un certain nombre de cas d'usage, les droits d'opposition qui sont proposés ne sont pas opérationnels ou voire sont antinomiques avec l'objectif poursuivi. Voilà, donc ça c'est un peu les échanges qu'on a eus avec la CNIL l'année dernière, et finalement la CNIL, sa conclusion c'est de dire, voilà, ce n'est pas interdit, c'est possible d'ores et déjà mettre en place des systèmes de vidéoprotection augmentée, mais dans des cas qui doivent être ciblés et à haute valeur ajoutée. Néanmoins, la CNIL a fortement recommandé au gouvernement et à l'Assemblée de légiférer pour pouvoir encadrer tout ça. Et le projet de loi JO, qui, vous en avez probablement entendu parler, a été voté à l'Assemblée nationale hier, en tout cas sur ces aspects-là. Ce projet de loi-là traite notamment de la possibilité de faire de la vidéoprotection augmentée dans le cadre des événements sportifs, culturels et récréatifs, il me semble, et ce pendant une période de 2 ans. Donc c'est une expérimentation, ça va dans le bon sens. Là aussi, dans ce texte, il y a beaucoup de garanties qui sont données. Donc c'est pas un blanc-seing à faites ce que vous voulez, déployer les systèmes de vidéoprotection comme vous le souhaitez, de vidéoprotection intelligente comme vous le souhaitez. Il y a beaucoup de documentation à produire, des décrets d'application, etc. Et donc, on va dire que ça va dans le bon sens, même si aujourd'hui, cette expérimentation-là ne s'applique pas aux supermarchés, à la grande distribution, et s'applique vraiment à un cadre spécifique qui est l'événementiel en vue des JO. Malgré la demande qui était la nôtre, alors en droit ça s'appelle un cavalier législatif, on n'a pas le droit de faire ça, donc on nous a dit plus tard, ok. Mais pour terminer, et on pourra passer à la suite, le dernier point, donc en 2022, justement pour montrer notre côté responsable sur le sujet et le fait qu'on avait initié le débat avec la CNIL, on a sorti à Périfem, et l'ensemble des distributeurs l'ont, un guide de bonne pratique dans lequel on a rédigé la façon avec laquelle il fallait afficher le droit d'information des clients, comment il fallait afficher le droit d'opposition. Donc je vous invite vraiment tous les distributeurs à vérifier que tout ça est bien au carré chez vous. Il y aura des contrôles de la CNIL probablement cette année. Oui. Ça serait bien d'être. C'est un point qu'il faut savoir effectivement sur le sujet. Alors, ma première question sera pour Christian Faton, donc de Casino. Finalement, quels sont vos besoins pour les solutions dotées d'intelligence artificielle ? Bonjour à toutes et à tous. Le besoin qu'on a, il est simple, hein, c'est automatiser les contrôles pour apporter de la pertinence. Parce que chez nous, alors je pense que d'autres distributeurs, des confrères, ont certainement fait la même chose. Nous avons centralisé la surveillance vidéo de nos magasins sur un point. Déporté.
Donc il faut comme une armée d'agents de sécurité ou d'opérateurs pour faire la surveillance de plus de 400 magasins à distance. Donc l'idée d'automatiser, ça a du sens. Il y a un vrai besoin. Voilà. Alors, si on rentre dans les cas d'usage de la lutte contre le vol, quels sont les premiers résultats obtenus avec les SCO? Là, j'ai envie de poser la question à Naveo, Versine ou Vision. Alors, pour répondre, bonjour à tous. Pour répondre sur les SCO, donc les caisses automatiques ou caisses libre-service, c'est vrai que la démarque, elle est multipliée par 2 par rapport aux caisses traditionnelles. Donc, selon qu'il y a une balance, qu'il y a un dispositif qui a fait ses preuves mais qui a ses limites, on est à 3,72 en moyenne, et ça, c'est une moyenne mondiale qui se confirme en fait sur la France. Maintenant, quand on a des caisses sans balance, on peut aller jusqu'à 6% en fait de transactions, donc de clients qui font une erreur ou qui ont une intention en fait malveillante. Donc 50%, c'est des erreurs. Et du coup, il y a un flux effectivement pour automatiser cet encaissement qui est pour la sécurité de faire des contrôles. Or, ces contrôles génèrent de la frustration, du temps, qui n'a pas essayé de passer rapidement, on ne comprend pas pourquoi la balance a bloqué, on attend 30 secondes, et c'est en fait l'expérience d'achat qui est complètement ruinée. Du coup, l'objectif, c'est de mettre en place une intelligence artificielle qui va pouvoir regarder un processus et dire à un opérateur, regarde ça, parce qu'il y a quelque chose qui dépeint, ou en tout cas qui n'est pas normal. Et on lui donne aussi la possibilité de pouvoir prendre des actions. Exemple, je fais un non-scan, je vais mettre une petite vidéo de dire la machine n'a pas compris, donc là on accuse la machine, est-ce que vous pourriez rescanner s'il vous plaît? Et donc ça évite aussi à ce que Christian Faton ait une armée de personnes, et aussi les métiers aussi sur l'encaissement, d'avoir des gens qui vont gérer ces alertes. Parce qu'en fait, on donne la chance aux clients de s'auto-corriger. Et c'est là où, en fait, la démarque, l'expérience d'achat et client et le fameux irritant des caisses automatiques avec beaucoup de files d'attente se règlent. Et on aligne ces trois-là. Bonjour à tous, donc Thibaut David, cofondateur de Vision. On vend une solution qui s'intègre aux caméras déjà en place dans les magasins et qui analyse en continu le flux des caméras pour envoyer des alertes au personnel de sécurité pour l'alerter en cas d'un geste potentiel de vol qui lui permet ensuite de prendre la main et d'intervenir ou non si besoin. Ce produit, on l'a développé et on le vend pour en effet répondre à cette problématique qui est la démarque inconnue, qui coûte entre 1 et 2% du CA à chaque magasin, qui en France représente à peu près 6 milliards de pertes par an, dans le monde 120 milliards, et comme le disait Christian, l'autre versant de ce problème-là, c'est que, et pourquoi est-ce qu'on est sur un tel constat, une perte si monumentale, c'est que l'œil humain n'est pas capable de traiter un flux de données aussi volumineux, aussi important, que de regarder en continu et en parallèle, ne serait-ce qu'une dizaine d'écrans sans être fatigué au bout de quelques minutes. Et c'est typiquement là où une intelligence artificielle qui a été entraînée pour reconnaître une tâche qui est relativement simple, c'est-à-dire d'identifier un comportement suspect de prise d'un produit et de mise dans la poche, dans la veste, ou dans un sac à dos, ou dans un geste de type de dévaliser un rayon en quelques secondes. Une intelligence artificielle qui a été entraînée sur une tâche relativement simple, qui, elle, ne se fatigue pas et qui analyse en continu de façon automatique toutes les caméras d'un magasin, permet d'apporter un grand confort à l'utilisateur qui n'a plus à regarder des tâches et un contenu vidéo brut d'une façon extrêmement chronophage et difficile, et tellement difficile qu'il passe à côté de à peu près 90% des vols aujourd'hui, s'il doit se fier de façon aléatoire au flux vidéo. Et c'est là où l'IA peut apporter quelque chose, et elle occupe un chaînon manquant entre les caméras de surveillance qui diffusent une information brute et l'humain qui, derrière, n'a plus qu'à interagir et à intervenir sur du contenu qualifié. Voilà ce qu'on fait. Et sur les résultats, donc le résultat, c'est évidemment de permettre un gain de temps, de faire en sorte que l'opérateur vidéo, que l'agent de sécurité se concentre sur du travail à forte valeur ajoutée, donc lui permettre aussi de récupérer plus de marchandises
Aujourd'hui, on a un produit qui coûte à peu près 10 fois moins cher que ce qu'il permet de rapporter aux consommateurs, aux clients, pardon, aux commerçants. Et dans le même temps, ça permet de faciliter le travail de l'agent, dans le sens où le moment qui est toujours un peu compliqué, un peu gênant, qui est de devoir demander à une personne de regarder de regarder son sac, c'est ce qui peut souvent ensuite dégénérer vers des situations assez désagréables. Là, ce qu'on apporte à l'agent de sécurité, c'est le confort au moins d'avoir une preuve matérielle vidéo en quelques secondes qui peut montrer à la personne pour expliquer que c'est pas de son fait, c'est pas un jugement biaisé ni quoi que ce soit, c'est une preuve vidéo et il est obligé de faire son travail. Et ce qui fait que les interpellations se passent beaucoup mieux et prêtent beaucoup moins sujet à débat et à quelque chose de subjectif. Oui, Guillaume Lécuyen, AVO, nous on est distributeur et installateur de solutions de sécurité unifiées. Et sur notre plateforme d'innovation ouverte, on intègre le type de solution qui vient d'être décrite par Guillaume et Thibault. Donc je ne peux que corroborer ce qu'ils ont dit en agrémentant ça peut-être de retour client, parce qu'on nous demande souvent qu'en pensent les clients. Alors nous on a installé 600 clients aujourd'hui avec ce type de solution. Et les retours sont très largement positifs, notamment quand je discutais encore récemment avec un client qui nous expliquait qu'il avait pu remettre dans le droit chemin un client étourdi qui avait oublié 4 PlayStation dans son sac à dos. Ça arrive. Mais voilà, ce jour-là, la personne est assez contente de son investissement et effectivement, ça rentabilise tout à fait ce genre de solution. S'il n'y avait pas les jeux avec, il était vraiment étourdi. C'est ballot. Mais effectivement, le retour sur investissement est là. Après, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, les solutions, elles sont là pour aider l'humain, pour attirer effectivement son attention sur une solution, une situation possiblement douteuse. Cette situation-là, il faut la traiter. Donc, il reste un traitement humain derrière, à ne pas oublier, que ce soit par un agent de sécurité, par un directeur du magasin, suivant la taille du magasin. Mais c'est bien une aide pour les humains. Mais si je comprends bien, on en parlait tout à l'heure avec l'un d'entre vous, on est encore dans un monde à part en France, on est un pays assez exceptionnel, on est le seul pays au monde à se refuser à ce genre de progrès. Où en sont les autres pays? Je crois que c'est avec vous, on parlait de la Grande-Bretagne. Alors, on va élargir aux anglo-saxons. Aux anglo-saxons. Voilà, où la donnée en fait n'est pas personnelle et où on peut pratiquement tout se permettre. Donc, Everseen, c'est un pionnier européen en fait depuis 2007 et qui a une plateforme d'intelligence artificielle pour vérifier les process auprès des retailers, et c'est notre secteur, le retail. Mais on s'est développé surtout aux États-Unis justement parce que la donnée est plus facile à gérer. Alors aujourd'hui, on a des solutions complètement compatibles pour l'Europe et c'est pour ça qu'on est aussi ici. J'ajouterais même un autre point qui est le besoin opérationnel des clients, comme Casino, c'est d'avoir un système qui va alerter au bon moment, donc temps réel, et surtout qui va alerter quand il le faut et qui va ne pas alerter quand il ne le faut pas. Parce que derrière, il y a une notion de confiance. Si ça doit alerter alors qu'en fait, il n'y a rien, les équipes de Christian vont intervenir et au final, c'est quoi la confiance que je donne et la légitimité de ce système si on fait toujours des erreurs. Donc pour une intelligence artificielle, vous connaissez les références de deep learning, d'apprentissage, il y a cette notion d'apprentissage qui est nécessaire. Et du coup, la notion de la CNIL qui dit que, ou même la loi de sécurité intérieure qui dit que les images sont gardées 30 jours, ça impose une limite. Alors, chez Everseen, heureusement, on a tous les clients anglo-saxons avec une IA qui est fédérée, donc on va partager les données, on va en tirer des enseignements, on va collecter ces enseignements et les redistribuer. Donc, on ne partage pas les données, mais les enseignements de ces données. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, je dirais, oui, le retail français dispose d'un désavantage compétitif majeur. Je vais prendre l'exemple de Meijer, qui est une chaîne d'hypermarchés aux États-Unis, qui vient de nous gratifier. Alors, il y a des presse-papiers avec marqué 100 millions de dollars sur 2 ans. Donc ça, c'est le montant de démarque qu'on a récupéré en caisse libre-service sur 2 ans. Donc 100 millions de dollars. On est tous dans la salle pour se dire que la marge opérationnelle, en tout cas les bénéfices nets dans le retail, c'est 1, 2, 3% au mieux. Donc faire 100 millions en bas de page,
de marge en plus, c'est beaucoup de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je reviens aussi sur le ROI qui est effectivement bien là. Mais justement, là, j'ai envie de me retourner vers Julie. Je vais redire que je suis crédule, mais le commerce, c'est de l'emploi, c'est beaucoup d'emplois, c'est de l'ascenseur social. Avec 6% de démarques inconnues à une caisse, autant mettre un sticker ici, caisse non rentable. Donc, est-ce que ça ne se plaide pas, je me fais avocat alors je ne le serai jamais, de dire il faudrait peut-être qu'un jour, la France, on avance pour défendre de l'emploi, pour défendre de la technologie, pour défendre du commerce. Vous avez parfaitement raison, vous feriez un très bon avocat. Non. En réalité, le sujet, il est au niveau français certes, mais il est quand même beaucoup au niveau européen, parce que la réglementation en matière de données personnelles, elle est harmonisée au niveau européen, même s'il y a l'équivalent des CNIL, donc les autorités de protection des données, qui sont différentes dans chacun des pays, mais il y a une autorité au-dessus, qui s'appelle le DPB et qui a vocation à harmoniser les doctrines nationales. Donc bon, c'est simplement pour dire que globalement, on parle quand même de quelque chose qui est censé être relativement harmonisé au niveau européen. Ce que vous dites est très vrai. Finalement, ça revient à la question de la proportionnalité. En fait, quel droit est le plus important ? Est-ce que c'est le droit à la protection des données des personnes, à la protection de leur vie privée, ou est-ce que c'est le droit, tous les droits qu'on peut mettre en face, qui sont le droit du responsable, du gérant de magasin à avoir un système efficace? Est-ce que c'est, comme vous le disiez à l'instant, le droit à développer encore une fois, dans l'intérêt du gérant de magasin, mais surtout dans l'intérêt de la population de développer des emplois, etc. Donc finalement, la question, c'est parmi ces droits, lequel est le plus important, lequel prévaut. Et ça, malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons, mais les juridictions. Parce que finalement, la même personne qui lundi va se plaindre de la désertification commerciale sera la même personne qui votera peut-être une loi pour interdire l'intelligence artificielle, pour que le commerce puisse défendre son chiffre d'affaires. On ne sera pas une contradiction près. Est-ce qu'il y a un risque vraiment de danger pour, on va dire, l'industrie française, de l'intelligence artificielle, qu'on prenne du retard là où on avait peut-être de l'avance? Si je peux me permettre, je pense que la CNIL est évidemment dans son rôle d'être vigilante sur ces nouvelles technologies, sur un nouvel usage, parce que de toute façon, les caméras de surveillance à l'origine n'ont pas été faites pour ça. Elles ont été faites à la base pour être surveillées par des humains. Et la loi a été construite de ce point de vue-là. Et pas sur ce nouvel usage de caméras augmentées où une solution software peut comprendre des choses des caméras pour le transmettre à l'humain. Donc la CNIL est dans son rôle pour être vigilante là-dessus et être vigilante sur les dérives. Et c'est aussi à nous, éditeurs de logiciels, d'être vigilants sur ce qu'on fait et ce qu'il faut se refuser à faire, où typiquement on rentrerait sur des sujets plus compliqués de traçage de personnes ou conservation de données pour construire une base de données, par exemple, ou de sujets de reconnaissance faciale. Donc c'est aussi à nous, sur cette zone nouvelle permise par la technologie, de tracer ce qu'il est souhaitable de faire et ce qui peut être dangereux de faire et difficile à défendre. Maintenant, sur ce qu'il est souhaitable de faire, en effet, la CNIL est dans son rôle. Nous, c'est notre responsabilité de tracer des limites. Et si on se projette un peu, on ne peut pas imaginer une société où on met, sur le cas du vol en particulier, surtout si on parle de solutions qui ne font pas de conservation de données, de stockage de données, pas de retraçage d'individus, mais qui ne font qu'alerter sur des gestes suspects pour les transmettre à des gens dont le travail est déjà de veiller à la sécurité des biens et des personnes. On ne peut pas imaginer que l'État préfère mettre en avant le droit des voleurs que le droit d'un commerçant à ne pas se faire voler. De la manière qu'on ne peut pas imaginer mettre en avant le droit de cambrioler un appartement versus le droit d'un propriétaire de ne pas se faire cambrioler. Donc, de toute façon, la finalité fait sens et on est tout à fait confiant sur la bonne évolution de la législation pour encadrer et autoriser ce type d'usage. Surtout que souvent, la donnée, donc la RGPD ou la CNIL dit dès qu'il y a une personne, c'est une donnée personnelle. Mais souvent, l'analyse fait que ce sont des données qui sont peu sensibles et qui sont
pour reprendre tes termes, pseudo-anonymisé, où on peut mettre un filtre et flouter en fait le visage. Donc il y a une sensibilité de la donnée personnelle qui doit être mise à l'échelle de l'usage qu'on en fait, encore une fois. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est effectivement, c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je pense qu'on traite de l'image, en fait, et ça crée tout de suite beaucoup de stress, de fantasme un peu, mais je pense que l'image est une donnée particulière, alors qu'il y a des tas d'autres cas de données de santé qui sont accédées par des compagnies extérieures où les gens sont un peu moins sensibles. Les gens sont très sensibles au sujet de l'image. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on a décidé de créer le collectif pour la vidéosurveillance responsable, hein, avec PERIFEM, pour être proactif, à la fois pour défendre les intérêts des enseignes et des commerçants, pour pouvoir s'appuyer sur ces solutions dont on a vu l'intérêt précédemment, et également pour expliquer, et je pense qu'on a un devoir d'explication, de montrer d'expliquer comment les algorithmes fonctionnent et comment ils respectent la vie privée. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce collectif, à travers le guide que Franck a mentionné tout à l'heure. Et ça va dans le sens, je pense, de l'exhortation qu'a fait Thierry Cotillard ce matin sur le fait d'être responsable. Et dernier élément, oui. Si je peux me permettre juste pour ajouter un élément, il faut forcément être prudent sur ces nouvelles technologies. Et de la même manière, elles vont malgré tout dans le sens d'une forme de progrès. Et si on reprend les applications dont on parle là, et sur ce que peut faire l'IA en termes de traitement de l'image, ça va non seulement dans le sens du droit du commerçant à ne pas se faire voler, qui est un intérêt légitime, et également, ce n'est pas forcément dans un but répréhensible vis-à-vis du répréhensible, mais ça va aussi dans le sens de la protection des individus. Et typiquement, on imagine très bien dans ce type de système dans un cadre où se déploie de plus en plus de magasins ouverts 24 heures sur 24. C'est grâce à l'intelligence artificielle appliquée sur du contenu vidéo qu'on va pouvoir détecter des individus qui chutent dans les rayons, qui se fait mal, dont le pronostic vital peut être engagé si personne n'intervient, et qui, grâce à l'intelligence artificielle, vont pouvoir être sauvés. Donc il faut aussi voir le versant tout à fait positif des choses pour les individus. Eh bien. Exactement, il faut recentrer sur l'usage. Le retail est là pour vendre et non pas pour arrêter des voleurs. Donc c'est pour ça qu'en fait l'intelligence artificielle peut aussi inciter à avoir le bon comportement et être finalement éduquer un bon geste pour qu'en fait tout se passe bien, sans arrêt, sans file d'attente et sans risque au final. Eh bien, merci beaucoup. Je me permettrai juste une réflexion. Oui à tout ça, et oui à l'intelligence et à la responsabilité. Et pour être crédible, non au petit dérapage en magasin du style on met l'affiche de celui qui a volé à l'entrée du magasin. Et ça permettra d'avoir plus de crédibilité auprès de certaines instances. Merci en tout cas.